à tous. Donc, normalement, il y a une image qui devrait venir, qui va un peu illustrer mes propos. Donc, je vais vous parler un petit peu de météo spatiale. Donc, la météo spatiale, de quoi ça va traiter? Ça va traiter de toutes les relations entre le Soleil et la Terre, qui va un petit peu contraindre notre environnement dans lequel orbitent les satellites et systèmes spatiaux en général. Alors, on l'a dit, le milieu spatial est un milieu de plus en plus contraignant pour des raisons naturelles, des raisons aussi provoquées. On verra après, j'en parlerai un petit peu. D'un point de vue environnement naturel, notre espace est composé de radiations très énergétiques qui vont traverser plusieurs millimètres, centimètres de matière. Donc ça veut dire que nos satellites, nos systèmes spatiaux vont devoir fonctionner sous ces contraintes radiation. Un peu plus bas, à quelques centaines de kilomètres, on a un milieu qui s'appelle l'ionosphère. Donc c'est un milieu qui est très conducteur et qui va perturber tout ce qui est liaison, sol-satellite par exemple, ou sol-sol également. Donc on va avoir deux types de perturbations. On va avoir des perturbations sur nos systèmes spatiaux eux-mêmes, donc on va venir agresser l'électronique, les matériaux qui composent nos satellites avec les radiations, mais on va aussi interagir avec tous les systèmes de communication. Alors, sous ces radiations, à quoi on peut s'attendre? Eh bien, on peut avoir des erreurs mémoire sur nos systèmes électroniques à bord de satellites. Donc, on a des points mémoire qui peuvent basculer de 0 à 1 ou de 1 à 0 de manière intempestive par la traversée d'une simple radiation. Et on a des phénomènes de vieillissement aussi. Donc, ça, c'est un peu comme une voiture. Hein. Plus vous voulez, plus ça va vieillir. Un satellite, plus on l'irradie, plus il va se dégrader. Donc, il a une durée de vie, mais pendant sa vie nominale, il faut qu'il fonctionne correctement. Alors, ces radiations, ça va être très variable dans le temps, très fluctuant. Et ces fluctuations vont être dictées par le Soleil lui-même. Le Soleil, c'est une étoile qu'on pense à premier abord très calme. Hein. S'il fait beau, on voit le Soleil tous les jours, on le voit de la même manière, etc. Ben non, c'est une étoile qui est très dynamique, qui est très éruptive. Donc on a sur l'image qui était projetée, on peut voir une structure qui s'échappe du Soleil. On va appeler ça une éjection de masse coronale. C'est une bulle de matière qui s'échappe du Soleil et qui est gigantesque. Alors gigantesque à quel point? Le Soleil, il fait 100 fois à 110 fois la taille de la Terre. Et ces structures peuvent atteindre 100 fois la taille du Soleil. Donc vous voyez, par rapport à la Terre, on est tout petit. Et quand ça va se propager en direction de notre environnement terrestre, on va être impacté par cette structure et qui va venir perturber l'environnement magnétique de la Terre. Et ce phénomène-là, l'interaction entre ces structures solaires et notre environnement, on va appeler ça un orage magnétique. Bon, c'est très imagé, c'est très simple. On vient perturber le champ magnétique de la Terre avec ces structures. Donc on a des fluctuations. Et ces orages magnétiques vont venir donc vont engendrer des fortes croissances de ces radiations localement autour de nos satellites. Donc quand je parle d'augmentation de particules ionisantes, de flux, c'est d'un facteur de 1 à 100, 1 à 1000 suivant les régions et les énergies. Donc ça veut dire que tout d'un coup, on va avoir une contrainte énorme qui va venir s'imposer à nos systèmes spatiaux. Et bien évidemment, ça va être des périodes propices à avoir des anomalies à bord de satellites. Alors le sujet des anomalies sur satellites, c'est un peu tabou. On voit maintenant que le spatial est un peu en crise. Hein. C'est un secteur qui est très très concurrentiel au niveau international. Donc par définition, les industriels, qu'ils soient européens, américains ou autres, font des satellites parfaits. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. On a quand même des anomalies à bord qui sont reportées de temps en temps. Alors ça peut aller du dysfonctionnement pendant quelques instants, quelques heures, et dans quelques rares cas, mais qui se sont vus, on peut aller jusqu'à la perte du satellite. Alors, quelques exemples. En 2003, un satellite, alors je peux le citer, c'est public, hein, c'est un satellite japonais de la JAXA qui s'appelait Midori, qui est en orbite basse. Et tout d'un coup, ils ont perdu le contact avec le satellite. Donc, ils ont un peu investigué pour savoir ce qui s'était passé. Ce satellite était composé d'un seul panneau solaire. Et avec des investigations, ils se sont rendus compte qu'on avait un orage magnétique très violent au moment de la perte du satellite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a implanté des électrons de l'environnement naturel dans un connecteur entre le lien panneau solaire plateforme satellite. Ce connecteur s'est chargé très fortement et au bout d'un moment, on a eu un arc électrique entre tous ces électrons qu'on a implantés. On a créé une différence de potentiel énorme entre conducteur et isolant du satellite. Et ce claquage-là a détruit thermiquement le connecteur, donc entre le lien puissance entre le satellite et le panneau solaire. Un seul panneau solaire, plus de puissance, plus de satellite. C'est assez simple. Voilà, donc à un moment donné, vous avez un satellite, vous avez une perte de fonctionnalité. Qu'est-ce qui se passe?
C'est là où on en vient au problème un peu défense, un peu critique à l'heure actuelle. On voit que l'espace est un milieu de confrontation maintenant, clairement. On a plusieurs exemples qui ont été rendus publics, il y en a d'autres. Donc sur une indisponibilité du satellite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce un problème naturel? Est-ce un problème provoqué? Une agression? Et donc là, c'est des grandes questions auxquelles on doit essayer de répondre dans les prochaines années. Et là, tout l'intérêt de la météo spatiale arrive là, c'est-à-dire être capable de prédire, donc est-ce qu'on va avoir un phénomène naturel qui va venir agresser le satellite? Donc ça, c'est au sens prévision, mais aussi en restitution, c'est-à-dire qu'à un instant T, on a une perte de fonctionnalité, une perte de disponibilité. Est-ce une agression? Est-ce naturelle? Est-ce qu'elle est provoquée? Donc il faut être capable de bien maîtriser l'environnement spatial pour dissocier les phénomènes naturels de l'artificiel. D'autres exemples, donc là j'ai parlé d'agression du système spatial lui-même qui va orbiter. On peut avoir des problèmes de communication, donc j'en ai parlé, ça c'est en lien avec l'ionosphère. Donc de la même manière, les orages magnétiques, ils viennent perturber le champ magnétique de la Terre, ils vont venir perturber la structure de l'ionosphère. Donc on va avoir des bulles de plasma qui vont se créer à quelques centaines de kilomètres d'altitude. Ces bulles de plasma vont perturber la propagation des ondes. Alors ça va dépendre de la fréquence de l'onde, etc. Alors, évidemment, le spatial, il y en a quand même pas mal. On utilise beaucoup le spatial pour la navigation. Donc ça, ces perturbations de l'ionosphère peuvent dégrader la précision de localisation de nos systèmes GPS, Galileo ou autres. Donc ça, c'est des choses qui se sont déjà vues. Alors évidemment, quand on commence à dire, par exemple pour les avions, on va démanteler tous les ILS, donc c'est les systèmes pour les approches sur les aéroports, et on fait tout au GPS. Évidemment, si on a une perte de localisation, ça peut poser des problèmes. Donc il y a des questions qui se posent au niveau de la DGAC par exemple, c'est voilà, est-ce que si on a un orage magnétique violent, on va perdre de la précision sur nos systèmes de localisation? Est-ce qu'il faut garder des ILS sur certains aéroports en secours pour dérouter les avions en cas d'alerte majeure? Donc là, je parle des problèmes de positionnement dans le civil. Dans le cadre de la défense, on peut imaginer, ça peut poser des problèmes assez conséquents aussi. Une autre grosse perturbation qui nous affecte, c'est tout ce qui est les communications HF. Alors les communications HF, on ne les avait pas abandonnées pendant pas mal d'années. Et puis on se rend compte que finalement le spatial c'est pas toujours la panacée, ça peut être fragile. Je pense que dans la journée vous avez entendu parler des attaques cyber, on a tout ce qui est brouillage. Là maintenant on a la météo spatiale que je vous présente là, donc ça veut dire qu'il faut avoir des systèmes résilients, donc des redondances. Donc ça veut dire qu'on revient un petit peu vers les communications HF pour ne pas dépendre uniquement du spatial. Sauf que les communications HF sont aussi perturbées par l'ionosphère. Donc en fait, l'ionosphère sert de rebond, donc de ces communications sol-sol. Et évidemment, quand on modifie la structure de l'ionosphère, le trajet de notre onde va être modifié, donc ça veut dire qu'on peut louper la cible. Voilà. Donc c'est pareil, pour des problèmes de défense, on a besoin de savoir quand est-ce que ces communications HF seront disponibles, quand est-ce qu'elles seront coupées à cause des problèmes ionosphériques, et ainsi de suite. Donc d'où encore un besoin de prévision donc, de cet environnement spatial. Alors où on en est un peu en France et en Europe sur la météo spatiale, donc il y a beaucoup d'études, de recherches qui sont effectuées. Alors, on peut se comparer un peu aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont démarré des services de météo spatiale dans les années 1995. Bon, en Europe, on a un peu plus tard, une dizaine d'années, 10-15 ans après, on a démarré un petit peu. On a un gros programme à l'ESA, donc, qui s'appelle Space Security Programme, qui traite donc, de ces aspects météo-spatial et qui développe des prototypes de services. Donc des prototypes de services pour les systèmes spatiaux, pour les systèmes sol et aéronautiques. Voilà, donc ça, c'est des investissements qui sont assez conséquents, un programme qui prend de l'ampleur depuis une bonne quinzaine d'années. Il y a aussi du soutien de l'Union européenne pour la recherche amont, pour mieux comprendre ces relations Soleil-Terre. Il faut voir que c'est assez compliqué. On dispose de peu de mesures en vol. La physique solaire, elle est complexe, on ne peut pas s'en approcher, on ne peut pas faire des mesures in situ, donc on a des diagnostics à distance. Et puis, c'est quand même encore pas mal de domaines de la physique qui sont méconnus, donc il y a des grands progrès. Je dirais qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'espoir avec l'intelligence artificielle aussi pour avancer un peu plus vite. Donc voilà un petit peu les domaines de recherche qui sont effectués. En parallèle, évidemment, on essaie de faire des satellites
le plus résilient possible. Donc on essaie de maîtriser de mieux en mieux les agressions des radiations, par exemple, et de faire des systèmes qui soient résilients face à ces agressions naturelles.